Bonjour à tous, bienvenue sur PhysioSkills. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien reposés. Aujourd'hui, nous allons parler de triathlon. C'est un sport où le volume et la fréquence des entraînements est très important. Ces athlètes sont soumis à un risque de blessure de surcharge très important. La blessure de surcharge est une blessure de surutilisation comme la tendinopathie, la périostite. Pour parler de tout cela, nous recevons Sylvain Sudry, triathlète de haut niveau, double champion du monde de longue distance qui est devenu coach maintenant. Il nous expliquera comment il s'entraîne, comment il planifie sa saison de compétition, comment il récupère, comment il se prépare pour prévenir l'apparition de blessures et pour être le plus efficient possible. À la fin de l'interview, il donnera quelques petits conseils pour les triathlètes débutants. Juste une petite précision, cet entretien a été effectué au cours du confinement. Nous avons donc réalisé l'enregistrement sur Skype. Il y a quelques petites coupures, j'espère que cela ne gênera pas votre compréhension. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute! Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'être là. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter, s'il te plaît. Bonjour Sébastien, écoute, je m'appelle Sylvain Sudry, je suis double champion du monde longue distance, 5 fois champion de France longue distance, et puis j'ai commencé le triathlon depuis l'âge de 15 ans et j'en ai 38 actuellement. Je suis aussi entraîneur dans ma structure, Team SRAC, où je propose des stages d'entraînement, natation, triathlon et du coaching personnalisé. Donc voilà, pour transmettre mon expérience et essayer à chacun de pouvoir donner mon petit temps et donner mes petites ficelles pour que quelque part le triathlète puisse progresser dans de bonnes conditions et sans se blesser. Ok. Et tu as toujours fait du longue distance ou comment t'es arrivé sur la longue distance en fait? Alors en fait, j'ai passé à peu près 20 ans de ma carrière athlète de haut niveau, donc en fait je suis passé à peu près 10 ans sur le court distance, donc j'ai commencé par les catégories d'âge, hein, où j'ai très vite été champion de France cadet, champion d'Europe junior et tout ça. Donc en fait je suis monté crescendo, j'ai intégré le pôle France à Saint-Raphaël en 2000 et jusqu'en 2005. Voilà, et après je suis rentré dans ma région natale ici à Bordeaux. Voilà, où je suis né. Et donc après, j'ai voulu un peu me structurer tout seul. Voilà, j'avais mon entraîneur de natation, course à pied. Et puis après, je gérais ma planification et ma coordination de course et ouais, de planification triathlétique, je dirais. Et donc ça fait après 15 ans où je me suis entraîné tout seul. Donc j'ai participé à beaucoup de Coupes du Monde au travers de toute la planète sur la distance olympique, donc les petites distances. Voilà, et j'étais, on va dire, jusqu'en 2008 en course pour les Jeux Olympiques, sauf que voilà, le quota, c'est les trois meilleurs triathlètes au mieux par nation. Donc moi, j'étais le cinquième, sixième homme au niveau français. Je peinais un petit peu sur la vitesse vraiment pure en course à pied. Donc je m'en tirais mieux quand il y avait des parcours et des profils de vélo plus durs. Et c'est vrai que voilà, quand après en 2009 je suis passé sur le long, très vite j'ai l'année dès mon premier longue distance, c'est champion de France. Donc après voilà, ça s'est enchaîné. Et puis voilà, après j'ai fait 10 ans où vraiment de très haut niveau sur le long où j'ai pu voilà avoir des titres honorifiques mondiaux quoi. Et ta spécialité, enfin ta discipline la plus forte, c'est le vélo. Oui, c'est devenu le vélo, mais j'étais nageur à la base. D'accord. Voilà, donc mais j'ai progressé en natation, ce qui est marrant, en faisant du triathlon, parce que je pense que j'ai eu la capacité à travailler l'endurance. Et je suis descendu à 16 minutes au 1500 et 4,03 au 400. Bon, ça, pour les spécialistes, ça parle un petit peu. Et finalement, j'étais très fort vite en vélo. Et en fait, ce qui m'allait bien, c'était que sur le long, la différence avec le court, c'est que là, chacun est en mode solo sur son vélo. On n'a pas le droit d'être dans la roue du cycliste de devant. Donc ça me mettait déjà en avant. Et en plus de ça, sur le long, j'avais une vitesse de seuil qui était plus linéaire et plus soutenue qu'une VMA ou une haute intensité sur 10 km. Donc c'est vrai que ça a été bénéfique de suite en fait. Ouais, t'avais du mal à aller vraiment dans les watts très haut, quoi. Enfin, Ben enfin, oui, oui, c'est. toute proportion gardée, parce que c'est quand même à haut niveau, mais ce que je veux dire, c'est sur le longue distance, comme c'est du longue distance, tu vas moins chercher très haut en PMA ou. Ouais, en fait, j'avais une allure qui était ouais, plus linéaire, donc j'étais plus à l'aise sur des allures un peu plus basses
que des gros tempos, voilà, courir à 20 à l'heure, j'avais plus de mal. Par contre, enchaîner 120 km avec 90 ou 120 avec la course à pied, j'étais voilà 21 ou T'es à l'aise. 30 km, j'étais facilement à 17 à l'heure. Mhm. Donc ça fait un bon ratio, ça fait une 12 à peu près au semi-marathon après le vélo, donc c'était plutôt intéressant quoi. Ok. Et donc du coup, tu disais que finalement tu t'entraînais seul. Enfin, c'est toi qui fais ta planification, mais est-ce que tu as un groupe d'athlètes autour de toi? Enfin, ou tu avais un groupe d'athlètes autour de toi ou tu t'entraînais tout seul? Ben, en fait, j'avais ouais, un groupe d'athlètes autour de moi, surtout en natation. C'était vraiment là le groupe. Bon, après, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un groupe dans l'eau parce que ça motive un peu plus à s'envoyer des séances et tout ça. Donc, j'étais licencié à Talence en natation. Et puis après, j'ai voulu me spécifier. Avant de passer sur le long, j'ai essayé de franchir un cap en course à pied. Donc, j'étais avec Laurent Souk à la SPTT Bordeaux en athlétisme, où j'essayais, voilà, c'est bon, pendant sur 2 ans, j'ai fait un peu le sacrifice et essayer de vraiment axer sur la course à pied en augmentant la qualité mais aussi le volume. Voilà, en pouvant courir pratiquement jusqu'à 10 fois par semaine. Donc j'ai progressé, mais pas suffisamment encore. Alors après, bon bah j'ai un peu un historique un peu atypique, c'est que j'ai à 14 ans j'étais opéré du dos, donc j'ai une greffe osseuse du sacrum à L5, et donc je pense que j'ai perdu en souplesse et en mobilité du bassin. Et c'est vrai que c'est ça qui me, quand je cours, j'ai un peu voilà, un peu en mode Robocop, mais c'est un peu dû aussi à mon dos et ma greffe osseuse. Donc quelque part, voilà, j'avais pas la capacité d'aller super vite, mais je pense que mon dos était un peu la cause aussi du manque d'amplitude et du manque d'efficacité que je pouvais avoir sur le court distance. Ouais, c'était finalement plus l'efficacité de course qui est, ou le bas blessé, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, ouais, ouais, d'accord. exactement. Et une saison de triathlète, ça s'organise comment? Il y a des compètes tous les combien? Bah en fait, bon là c'est un peu atypique cette année, mais c'est vrai que en fait, si tu es prêt à voyager, tu peux faire des courses toute l'année. Mais comment Ça, toi tu l'organisais mais moi, en général, je partais d'un principe où le mois d'octobre, c'était un peu mon mois de coupure, hein, où je m'entraînais pas ou très peu. Voilà, je faisais un peu autre chose et je profitais un peu de m'aérer. Euh, En novembre, décembre, janvier, je dirais, je passais sur une bonne phase de course à pied, natation, renforcement musculaire, parce que je trouvais ça important de travailler un peu 2, voire 3, même 4 fois par semaine du travail de PPG en renforcement musculaire et tout ça en salle de musculation, pour préparer justement son corps à, je dirais, à accumuler les heures d'entraînement qu'il va avoir par la suite et surtout à avoir un bon moyen de prévention de blessures. Donc j'aimais bien me structurer musculairement avant de vraiment faire un volume plus important après par la suite. Donc c'était vraiment voilà novembre, décembre, un peu janvier. Et puis après, petit à petit, janvier, février, mars, c'était une augmentation vraiment du volume en vélo. Et après, un peu plus un travail spécifique, je dirais, qui venait par la suite, après vélo, course à pied, je dirais 2, 3 mois avant l'objectif, quoi. Et donc dans une saison, tu as un objectif Bah, ça principal? dépend. Alors, sur le court distance, j'en avais plusieurs. Je dirais que je devais en avoir peut-être au moins, au moins bien 6, 7 quoi, peut-être Et bien. qui était concentré plutôt sur Ouais, printemps-été ou ouais, oui, tout au oui, long de quand même. l'année? Bah, on Ouais. va dire que quand j'allais courir des Coupes du Monde, ça pouvait aller au Japon au mois de mars, février-mars, ou aux Émirats arabes, ou au Mexique au mois d'avril et tout ça. Donc ça pouvait commencer aux alentours du mois de mars, je dirais, la saison. Et ça se terminait voilà, tout début octobre. Et ouais, j'essayais de un peu d'étalonner un peu mes objectifs pour pas en faire de trop. Et j'aimais bien surtout, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de athlètes, ils aiment bien enchaîner beaucoup de courses. Après, presque jusqu'à aller au rupteur et arriver au mois de juin et être cuit parce qu'il y a trop de courses dans les cannes. Moi, je préférais faire un bon cycle d'entraînement, quitte à faire une ou deux ou voire 3 courses plus ou moins un peu rapprochées, et après repartir sur un cycle un peu régénération, de reprogrammer un petit peu le volume d'entraînement et pas faire, voilà, pas prendre tout ce qu'il y a à prendre et se dire, tiens, je sors de l'hiver, j'ai envie d'aller courir et tous les week-ends, je me retrouve avec un dossard sur les... C'est le meilleur moyen finalement d'aller au rupteur, mentalement et physiquement. Donc moi, je trouvais pas ça intéressant.
Donc j'étais plus dans cette phase justement voilà de préparer mes objectifs, donc les Coupes du Monde en début de saison, un championnat d'Europe ou un championnat du monde voilà en milieu de saison. Et puis sur la fin, bah, ça devait être sans doute soit une autre Coupe du Monde ou alors des courses un peu voilà réputées avec une grosse densité d'athlètes et un bon prize money quoi. Et tes compétitions, tu les organisais à la fin de chaque cycle de 3 4 semaines ou je sais pas 6 semaines ou il y a des fois ça s'est enchaîné plus? Bah des fois ouais ça pouvait s'enchaîner. Mais mais bon j'aimais bien et puis surtout ce que j'aimais bien faire c'était aussi couper ta saison en deux. Ça veut dire que souvent, bah, au mois de juillet, voilà, tu avais un peu les dernières courses un peu à objectif. Et puis j'aimais bien voilà, faire une petite coupure de 8 10 jours, l'histoire de vraiment de mettre un petit break pour après reprogrammer et surtout bien se repréparer le mois d'août pour pouvoir après faire un bon mois de septembre et octobre pour finir la saison, quoi. Ok. Donc c'était un peu ma manière de faire. C'était un peu sensiblement la même sur le long. Sauf qu'à un moment donné, j'allais faire les courses à Abu Dhabi où c'était le premier week-end de mars. Donc monter en volume un peu plus tôt dans la saison, au mois de décembre, janvier, en me préparant en Espagne. Et j'arrivais voilà, sur un format qui était à l'époque 3 dans l'eau, 200 km à vélo et 20 km à pied. Donc c'est vrai que c'était un peu atypique et il fallait être prêt à pouvoir rouler à 45 de moyenne sur 200 km. Ouais, Donc fallait arriver avec ce qu'il faut dans les cannes, quoi. ouais. Ok. Et Voilà. du coup, c'est toi qui faisais vraiment ta planification tout seul. T'avais pas l'aide d'aucun Non, coach. non, Ok. non. C'est moi qui me faisais mes planifications et en plus j'ai fait des diplômes d'entraîneur et en même temps au CREPS et tout ça pour compléter un petit peu le protocole, je dirais, d'athlète. Et bon, après, je pense que c'est un sport aussi, c'est ce que je dis, hein. C'est un sport d'expérience. Donc finalement, faut pas. Alors, faut se servir toujours des erreurs qu'on peut faire, mais finalement, c'est bien au bout d'un moment de voilà de fonctionner un petit peu et de savoir un peu de son ressenti que de des fois se lancer à faire des choses parce qu'on m'a dit de faire et qui sont pas forcément bénéfiques et où je me ressens pas forcément quoi. Et tes collègues, entre guillemets, ceux qui courent avec toi en équipe de France, tout ça, ils ont des coachs ou ils sont comme toi, ils se gèrent un peu tout seuls? Ouais, en fait, il y a de tout. Je dirais il y a des personnes qui se gèrent tout seuls. Après, bon, maintenant, ça s'est un peu démocratisé aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui prennent des coachs maintenant pour s'entraîner. Donc, c'est sûr que, ouais, je pense il y a pas mal d'athlètes maintenant qui font, voilà, qui sont avec des coachs et pour permettre justement aussi peut-être de s'enlever un poids que moi je me mettais en réfléchissant, je dirais un Mm. peu à tout ce que je peux me faire faire et en testant des fois aussi des choses qui pouvaient me changer mon quotidien et peut-être me faire passer des caps. Mais ça s'est un peu démocratisé. Il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas forcément tout ça. Et beaucoup d'amateurs voilà, font appel à des coachs parce que voilà, le triathlon, c'est très compliqué. Et souvent, on voit un public novice qui arrive sur le triathlon, qui se lance et bah, forcément, des fois, ils n'ont pas forcément la connaissance de savoir, je vais à la natation, bon, je nage pour nager, je roule pour rouler, je cours pour courir. J'ai un vélo que j'ai acheté, mais je suis pas bien posé, donc dessus, donc je me sens pas super. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est bien d'être encadré quand même par des gens de qualité et qui puissent au moins voilà, orienter l'athlète vers des choses qui lui correspondent et qui le fassent progresser. Ok. Et tu pourrais nous présenter un peu ta semaine type d'entraînement, tu vois, je sais pas, en mars par exemple. Combien de fois tu t'entraînes et quel est le volume d'heures d'entraînement par exemple? Alors quand j'étais ouais, en préparation ouais, pour des gros objectifs de début de saison, bah, j'allais en stage donc en Espagne à Calpe ou à Fuerteventura aux Canaries. Et là, ouais, je partais sur un cycle de 15 jours où je pouvais facilement faire 80 heures d'entraînement sur les 2 semaines. Donc ça fait 40 heures par semaine forcément. Et en volume horaire, c'était à peu près 25 km de natation. Donc qui est équivalent de à peu près je dirais 7 8 heures de natation. Après derrière le vélo, bah, à peu près 25 heures de vélo.
avec, ouais, ça pouvait monter à 900 km dans la semaine. Et puis après, à pied, ça pouvait correspondre à 80, 100 km avec un volume horaire qui pouvait aller chercher les 8 à 9 heures, quoi. Du coup, tu fais les trois disciplines dans la même journée à chaque fois ou ça t'arrive de moduler ta semaine avec, je sais pas, lundi, mardi, mercredi plein pot, jeudi je coupe un peu et... Alors Enfin, je sur coupe entre guillemets. ouais, alors sur le court distance, distance olympique, il y avait un peu moins de vélo, beaucoup plus de natation et de course à pied. Donc du coup, il y avait forcément, il y avait beaucoup plus de journées où je triplais dans la journée. Sur le long, il y a des moments où finalement, quand tu pars, voilà, pour faire 5 heures ou 6 heures de vélo, bon bah derrière, c'est un peu difficile d'aller voilà nager, courir. Donc des fois, bah il y avait soit rien, ça pouvait arriver, ou également voilà un footing le soir pour essayer de rajouter un peu d'endurance et de casser un petit peu plus les cannes, mais ou alors une natation pour récupérer. Et souvent, c'était le cas. C'était la natation après une longue sortie vélo. Presque au début, on n'a pas envie d'y aller et on se sent super, super fatigué. Puis plus les jours avancent, je dirais, dans le stage, c'est pour ça que c'est important de passer des phases où quand on part en 15 jours en stage, ça sert à rien de partir tambour battant les 3 4 premiers jours, parce qu'après, c'est difficile à tenir pour la fin du stage. Mais la natation m'aidait à forcément, je sortais de l'eau et j'avais presque l'impression qu'elle m'avait levé la fatigue. Donc c'est pour ça que moi, dans l'entraînement, il n'y a pas forcément, enfin les triathlètes que j'entraîne, des fois se disent, oh ben tiens là il n'y a pas grand-chose, mais finalement ça m'a fait du bien parce que ça m'a aidé à régénérer. Le lendemain, j'ai pu transférer sur une séance de qualité à haute intensité où j'étais bien. Donc en fait, tout ça, ça se réfléchit et ça s'analyse pour pouvoir justement essayer de travailler en quantité, mais surtout avec des je dirais de la qualité qui permet voilà, d'avoir une bonne harmonie dans la semaine, quoi. Tu utilises quel facteur d'évaluation pour savoir si alors tu peux couper un peu, là il peut Bon, augmenter sa charge de travail, etc. plus jeune, j'ai fonctionné avec cardio. Cardio, donc voilà, je te parle ça, c'était il y a 20 ans, hein, donc les capteurs de puissance et tout ça, ça n'existait pas. Donc cardio en course à pied, beaucoup, en vélo également. Et puis après, petit à petit, quand j'étais en course pour les Jeux Olympiques en 2008, l'INSEP nous a mis les tout premiers SRM là sur le vélo Mhm. pour pouvoir faire des analyses où on commençait à faire le parcours des Jeux Olympiques avec capteur de puissance, cardio fréquence mètre et tout ça pour analyser un petit peu comment on se comportait dans la course en fait finalement. Et on se rendait compte que dans les toutes premières fois qu'on utilisait ce capteur de puissance, on se retrouvait après analyse de tests d'effort, parce que c'est important, beaucoup ont des capteurs de puissance mais n'ont pas fait de tests d'effort et Ils n'ont pas de c'est un peu référence en fait. c'est voilà, c'est donc c'est un peu voilà, c'est un peu bête d'avoir le capteur de puissance sans faire le test d'effort. Et finalement, on se rendait compte qu'il y avait énormément de. Alors bon, on était sur une distance olympique, beaucoup de relances, et on avait beaucoup de moments où des temps inférieurs à 10-15 secondes, où on allait chercher à chaque fois sa PMA avec beaucoup de répétitions finalement. Donc quelque part, on s'est vite rendu compte au travers de ces éléments-là, que à l'entraînement, il fallait passer par beaucoup de phases voilà, de changement d'allure à haute intensité. Parce que sur le cours, ben, voilà, il y avait c'était des circuits à vélo ou avec beaucoup de relance. Et en plus en peloton, donc avec pas mal d'à-coups aussi également qui venaient de se rajouter. Donc je dirais dans l'entraînement, il a fallu l'intégrer. Et ça, c'était au tout premier, ouais, ça devait être 2007-2008. Donc là, on a commencé un petit peu à se pencher là-dessus et à avoir le retour un peu des chercheurs de l'INSEP qui nous faisaient les analyses là-dessus. Donc sur le cours, ouais, on a commencé à pas mal bosser sur le capteur de puissance. Après, bon, mais moi, je suis passé sur le long. Et sur le long, bon, au début, j'avais pas de capteur parce que voilà, c'était à l'époque, le SRM, c'était 3 000 € sur le vélo. Donc voilà, fallait avoir les reins solides ou avoir voilà, un contrat pour avoir un truc. Mais à l'époque, le SRM, il ne donnait pas comme ça. Et donc sur le long, petit à petit, je dirais que mon premier capteur de puissance, j'ai dû l'avoir peut-être 2 3 ans après mon début sur le long. Donc c'était beaucoup au cardio, beaucoup au ressenti finalement, hein, à l'allure. Bon, enfin, ça m'est arrivé voilà, de faire des très très bonnes.
sans pour autant être figé sur un capteur de puissance ou quoi. Mais par la suite, le capteur, c'est sûr que ça a permis d'avoir une adaptation et surtout de pas brûler le moteur, je dirais. C'est intéressant à l'entraînement, mais c'est surtout plus intéressant en course. Parce que des fois, on se retrouve un peu en sur-régime à un moment donné parce qu'on veut suivre ou on est dans Excitation. l'excitation, l'euphorie de la course et on se retrouve vite sur des allures plus hautes que ce qu'il est et après, forcément, on a du mal à tenir. Donc c'est un bon indicateur là-dessus, ça permet de finalement de mieux gérer son parcours, sa distance. Et après, en entraînement, forcément, c'est un confort parce que finalement, tu te concentres plus, je dirais, sur des sensations, tu te concentres juste sur des notions de mesurer sur un compteur en moyenne ou instant T qui te met ta réalité en face de la puissance que tu développes sur tes pédales. Donc c'est bien, ça permet d'avoir un assistanat un peu plus important et te soulager, je dirais, dans l'approche. Après, moi, j'aimais bien aussi quand même pas forcément tout le temps fonctionner avec parce que c'est bien aussi de se ressentir, de ressentir un petit peu son potentiel. Et des fois, on veut faire coûte que coûte les choses par rapport à un compteur ou à un capteur. Et finalement, on n'est pas forcément dans le vrai. Donc, parce qu'il En y a fait, la fatigue. ouais, Oui, t'as le capteur de vas-y. puissance qui est un peu un critère objectif et tu utilises avec tes athlètes ou avec toi le ressenti un peu son Exactement. capteur subjectif, quoi. Mais oui, exactement, parce que alors beaucoup d'entraîneurs proposent des tarifs exorbitants pour faire des plans d'entraînement en disant qu'il y a 50 000 logiciels, mais finalement presque, même c'est pour l'entraîneur, c'est presque un luxe parce que finalement si l'athlète rentre tout, il n'a rien à faire. Mais moi, je pars du principe que aussi faut apprendre à connaître son athlète et surtout qu'il puisse aussi commencer à se connaître, c'est important aussi, quoi. Donc, je pense qu'il y a des deux. Moi, je suis plutôt du style à pas être non plus tout le temps figé là-dessus. Il faut savoir aussi un peu débrancher à certains moments et se dire que voilà. Et puis, imagine-toi le jour où en course, ton Garmin ou ce que tu veux marche pas. Tu fais quoi? Tu t'arrêtes parce que tu es perdu ou, ou tu continues. Donc, c'est vrai que voilà, c'est bien de jouer avec les deux tableaux, je pense. Et du coup, ça te permet de moduler un petit peu la charge de travail chez tes athlètes Oui, pour éviter aussi la blessure si sur exactement, l'entraînement. exactement. De toute façon, on le voit vite, hein, même sans, parce qu'il y a des athlètes qui n'ont pas de capteur de puissance ni de cardio-fréquence-mètre, hein. On a des gens qui commencent, hein. Donc, l'important, c'est déjà de travailler la technique, travailler le renforcement musculaire au travers voilà, avec ma femme Sabrina, on fait des vidéos sur la PPG et tout ça, où on met bien en avant les mouvements et eux, les athlètes, ils permettent de bien voir comment effectuer le mouvement. Et c'est vrai qu'ils sont des fois un peu, voilà, j'en entraîne qui sont partout dans la France, donc ça leur permet de voir bien les mouvements, comment il faut bien les faire. Et qu'est-ce que tu travailles en renforcement? Quel type de muscle? Comment tu travailles cette Bah, phase de PPG qui pour moi est hyper importante dans la prévention des ah blessures? oui, ah oui, c'est sûr que voilà, tout ce qui est prévention, c'est super important. Donc, dans un premier temps, je suis beaucoup abdos-gainage parce que voilà, c'est quand même la base au niveau de la posture du tronc et d'avoir le placement, le buste et tout ça bien placé. Et après, petit à petit, oui, c'est des renforcements musculaires, que ce soit au travail d'élastique pour renforcer les bras en natation, mais également travail de demi-squat ou enfin voilà, tout ce que tu peux retrouver en salle de muscu, mais progressivement. Je dirais mais la phase de gainage des fondamentaux, je dirais, est très important, surtout dans le démarrage, quoi. Et je voulais aborder avec toi aussi la récupération, parce que Mhm. justement tu disais que t'as quand même une énorme charge de travail, Oui. et savoir comment tu récupères entre tes séances de la journée et comment tu récupères d'une journée à l'autre en fait. Bah, c'est vrai Est-ce que que tu c'est. utilises des trucs un peu spécifiques ou c'est juste du Alors, repos, du sommeil, enfin je sais pas. bon, déjà une bonne alimentation, bonne hydratation, ça c'est les fondamentaux. Donc, moi j'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine bien, donc ça c'est cool. Voilà, une bonne hydratation.
tout au long de la journée, mais pas que, aussi le soir. Après, j'aimais bien quand même voilà, compléter dans les grosses phases d'entraînement, avoir des compléments alimentaires, que ça soit à base bon, bah, après l'entraînement, de protéines de récupération ou d'acides aminés, donc BCA, glutamine, enfin tous ces genres de trucs, de suite après l'effort. Le matin, je dirais dans la phase du petit déjeuner, voilà, des compléments, je dirais plutôt vitamines, et puis aussi voilà, que ce soit du magnésium, fer et tout ça, tous ces trucs-là. Et puis tout au long de la journée, forcément avoir de la boisson énergétique ou isotonique pour pas avoir de temps mort. Et puis surtout, voilà, essayer de se faire souvent des encas et pas aller au rupteur en se disant tiens, je mange pas, je fais pas ci, Et parce que j'ai envie de. tu manges combien de fois par jour? Bah ouais, là c'était, je dirais, il y a trois gros repas finalement. Donc le petit déjeuner qui est super important parce que c'est le premier de la journée. Le midi évidemment, le soir. Mais moi j'aimais bien, voilà, je nageais le matin en général. Derrière je faisais une collation. Après j'allais courir. Je mangeais le midi. Là je partais sur le vélo pour l'après-midi. Et là souvent bon ben c'est ça, voilà, je m'emmenais de quoi manger sur le vélo si c'était au plus de 3 heures de vélo. Et en rentrant, bah ouais, c'était le complément alimentaire pour avoir de la récupération de suite, donc ce que je te disais, hein, protéines de récupération ou acides aminés et tout ça, avec une espèce de petit goûter, voilà, un petit thé, boisson chaude, surtout l'hiver quand tu as été un peu dehors et que tu as eu un peu froid, un petit thé, voilà, un petit fruit ou voilà, des petits gâteaux énergétiques ou de ce style-là pour de suite recharger les batteries, c'est un peu la collation, quoi. Et Ok. puis après, derrière, voilà, le repas un peu plus complet le soir, quoi. Et par rapport au sommeil, est-ce que tu t'arrives à te mettre une petite sieste ou je sais pas pendant la Alors journée? l'hiver c'est très compliqué parce qu'il fait nuit tôt. Donc dans l'organisation alors, rapport, si tu vas nager à 6 heures du matin et là tu as un peu plus de champ. Mais sinon c'était un peu compliqué l'hiver. Plus l'été c'est plus enfin j'arrivais plus ou moins et surtout bon le volume quand tu fais les compètes il est un peu moindre. Donc forcément tu as un peu plus de temps dans la journée pour pouvoir faire une petite sieste. Donc oui, ça m'arrivait de faire des petites siestes après manger le midi, voilà, de 20 à 30 minutes. Mais voilà, c'était pas forcément voilà, le truc que je faisais le plus. Et Et après ouais, chez moi, j'avais des bottes de pressothérapie ouais, ça ou j'ai si oublié. j'avais voilà, si j'avais pas l'occasion d'aller me faire masser, parce que c'est vrai que bon bah les kinés, bon bah prendre 1 heure de son temps pour faire un gros massage, bon bah c'est sûr que ça prend du temps et c'est pas forcément la rentabilité du kiné. Mais je dirais que la pressothérapie et tout ça, ça me permettait déjà de compléter un petit peu et je dirais de soulager un peu mes membres inférieurs et de faire un peu un retour veineux et un drainant qui était intéressant. Mais c'est vrai que le massage, ça, c'est sûr que c'est quand on a l'opportunité. Je vois quand j'étais en stage équipe de France ou autre, bah c'est sûr que tu te fais masser tous les soirs, c'est quand même un luxe et ça permet d'assouplir aussi ses fibres musculaires. Et donc tout ce qui est bottes de presso ou massage, on est d'accord, tu faisais ça à la fin de la journée. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, parce que Parce bon, que sinon dans ça la. ramollit un peu. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr que, voilà, moi je dis, le bon massage, c'est bien parce que ça permet d'assouplir et de drainer un petit peu les cannes. Surtout quand, voilà, il y a une longue journée qui est effectuée et que le lendemain, il y en a encore une autre. C'est ça. Voilà. Et au niveau sommeil, la nuit, tu dors quoi? 8, 9 heures Bah, en ou général, bon, je me couchais vers les 22h30 par là, 23 heures maximum. Et puis, je pouvais avoir un réveil, ouais, je dirais vers les 7h30 ou voilà. Donc, c'était au moins, je dirais, entre 8 et 9 heures sûr. Voilà, après, ça dépend des jours, hein. Forcément, si le lendemain matin, la séance de natation, il n'y en a pas ou que voilà, j'ai une sortie longue, je vais pas forcément me lever à 6 heures du matin pour aller rouler. Je vais plutôt voilà, bénéficier de me dire, tiens, je vais rester peut-être 1 heure de plus au lit et puis j'irai rouler sur les coups de 10 heures et je ferai ma sortie longue dans la journée, quoi. ok. Et pour terminer, je voulais savoir si, avec ton expérience, etc., tu pourrais donner quelques conseils pour justement prévenir un peu l'apparition des blessures chez les athlètes enfin les triathlètes débutants. Bah moi, c'est ce que je dis toujours, hein, quand j'ai des triathlètes qui viennent en stage là chez nous à Team Strack, donc je leur dis toujours,
Voilà, l'important, c'est de travailler, je dirais, techniquement déjà dans un premier temps et de ne pas s'affoler sur le volume et sur les allures. Parce que quelque part, c'est comme si je mettais, je sais pas, un moteur de Porsche dans une 2 chevaux, enfin non, plutôt l'inverse. Plutôt un Moteur moteur de de... chevaux dans une Porsche. Voilà, donc c'est-à-dire que bon, là, il y a peut-être le vélo, l'équipement, tout va bien, mais le moteur à l'intérieur, il n'est pas encore travaillé ou quelqu'un se lance sur le triathlon ou qui vient d'un autre sport complètement différent. Donc il y a toute une adaptation à faire. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs parce que ça peut arriver. J'en vois de temps en temps et ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de suite. Et puis il y a une lassitude et puis des fois il y a un dégoût parce que voilà, c'est beaucoup d'heures d'entraînement et tout d'un coup, plus l'amateur, souvent il a la vie familiale et la vie avec le boulot et tout ça. Et souvent il y a un peu un dégoût et tout ça. Donc moi, mon conseil, c'est toujours pas brûler les étapes, y aller tranquillement et essayer de monter. Et surtout, c'est la régularité qui fera que la progression déjà dans un premier temps, elle sera effective. Mais avant tout, c'est surtout essayer d'être polyvalent, varier les disciplines, pas faire du très gros volume et très grosse intensité, mais surtout être régulier et petit à petit, voilà, s'intégrer des séances au fur et à mesure du temps. Mais ça sert à rien de, voilà, je me lance dans le triathlon, au bout d'un mois, je m'envoie des séances à droite, à gauche, et c'est le meilleur moyen, je dirais, de choquer son organisme, son physique, et par la suite se faire des blessures. Donc en Ça, fait, ce serait mon conseil, quoi. c'est régularité et progressivité dans l'entraînement au Voilà, départ, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais écoute, merci beaucoup, Sylvain. Merci Sébastien, au plaisir et puis bon courage à tous les athlètes qui suivront un peu mes conseils et qui se lanceront peut-être dans le triathlon. Et pourquoi pas, faites-vous plaisir. Et puis si vous avez envie de conseils, ben, rejoignez-moi chez moi à Bordeaux, là, Sylvain Sudry, et puis Team Strack, là, je dirais le site internet et puis le Je mets, Facebook, voilà. je mettrai le lien sur le Ouais, podcast. ben, c'est super. Merci, merci. Merci à vous. Merci à Sylvain d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vous écouterez ses conseils, notamment ses conseils sur l'importance de la préparation musculaire de début de saison, qui vous permettra d'encaisser vos séances d'entraînement et de prévenir l'apparition de blessures. Et aussi pour les triathlètes débutants, sur l'importance de la progressivité, de l'augmentation de votre volume et de votre fréquence d'entraînement. Parce que la cause la plus importante des pathologies de surcharge dont je vous parlais lors de l'introduction, est l'augmentation trop importante et trop rapide de la fréquence et du volume d'entraînement. Donc j'espère que vous écouterez ces conseils. Si vous le voulez, vous pouvez retrouver Sylvain sur teamstrack.com. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom PhysioSkills ou sur LinkedIn sous le nom Sébastien Aurien. Je vous souhaite un bon début d'année, j'espère vous retrouver dans 3 semaines. À bientôt!